Un abricot sec. Je J'ai valsé ma maison de Gergonde. En milieu de la nuit. À quoi rêvent les chats? Les capes, À quoi rêvent les bachibouzous? des têtes bizarres. Un abricot. Le Encore chic quelques lèche les mètres. vitrines. À quoi rêvent? Le L'amour vent tapisse s'éveille. l'amour. À quoi rêvent les chats? Donc j'accueille ce soir Praline Guépara. Praline Guépara. Ici, Praline, en tout cas dans la Maison du Comte, dans le projet de la Maison du Comte, si je fais le départ aujourd'hui, tu viens de vivre 3 années de collectage ici dans un quartier de la ville, au Sorbier, puis est né un projet, Caravane, qui est une remise en vie des histoires que tu as collectées dans un lieu particulier qui est une caravane qui est là, derrière nous. Et puis avant, on a vécu une autre aventure ici où tu as raconté un aller pas si simple, des histoires de l'Afrique aux Caraïbes. Quelques années auparavant, on s'est rencontrés dans un festival ou dans des festivals où on aimait bien nous rendre à nos ethnicités. Donc tu étais conteuse libanaise et j'étais conteur norvégien. Et alors on peut raconter comme ça des récits de vie du quartier, des contes de la Caraïbe, de l'Afrique, du Japon, du Liban. Comment on fait ça? Comment c'est possible? Qui est-on? On raconte des histoires. C'est ça qu'on est fondamentalement quand on fait notre métier. Donc, revenir un petit peu à cette ethnicisation, comme disait Yannick Jolin dans un de ses spectacles, ethnique la gueule, sauf le respect que je vous dois. C'est-à-dire que dans le milieu du conte, ça a été un petit peu comme chez les musiciens, un peu, comment on les appelle, folkeux, les traditionnels. On avait toujours besoin de nous étiqueter, nous mettre dans un tiroir. Alors j'étais la Libanaise professionnelle, faute d'être la conteuse professionnelle. Toi, tu étais le Norvégien professionnel. Mais je sais que depuis le début, ça a été ma guerre à moi, ça. C'est-à-dire, j'ai toujours amené les choses là où elles sont, en disant on est de là où on vit. Aujourd'hui, je suis d'ici, demain, je ne sais pas. Et c'est peut-être cette attitude-là qui fait qu'on peut raconter en toute liberté des récits qu'on sent qu'on peut porter. Alors certainement, il y a du boulot à faire en amont. J'ai commencé par raconter des contes du Liban parce que j'ai fait un collectage là-bas, en pleine guerre civile, fin des années 70, début des années 80, pour rédiger une thèse de 3e cycle. Tu vivais déjà en France? Mais je suis venue ici au tout début de la guerre civile en 75. Et alors, ma chance, sans doute, c'est que j'ai toujours eu, comme on dit en arabe, un pied dans le terrain labouré et un pied sur le macadam. C'est-à-dire que, en étant née au Liban, j'étais d'une famille française. Quand j'ai débarqué ici, je suis devenue la Libanaise service. Suivez, cherchez l'erreur. Et donc, c'est peut-être ça ma liberté de me dire que je suis de là où j'ai envie. Donc, j'ai commencé par raconter les contes libanais parce que c'est ceux-là que j'avais eu, on va dire, en direct. Je les racontais parce que j'avais une mémoire intégrale quand je les disais. Je les avais entendus. Quand je les racontais, il y avait la personne qui m'avait raconté tel ou tel conte qui était à côté de moi, donc j'étais moins seule. J'avais déjà la musicalité de la langue dans les oreilles, j'avais le cadre où j'avais entendu ces histoires, bon, c'était le plus simple. Et puis comme la curiosité est quand même le défaut majeur de notre profession, sinon on change de métier, tu finis par aller voir partout qu'est-ce que les gens racontent, et puis dans la vie aussi. Puis on se rend compte qu'il y a des histoires tout le temps, partout. Alors, qu'est-ce qui m'interdit, moi, avec mon histoire et ma géographie, ou plutôt mes histoires et mes géographies, de décider un jour que telle histoire, eh ben,
elle fera partie de mon répertoire. Les histoires que tu as entendues au Liban, tu les as entendues en arabe, en français? Non, en arabe. C'est-à-dire, j'étais allée pour un collectage dans un village où j'avais jamais mis les pieds avant. C'était un peu ma solution de facilité, parce que je parlais la langue. Et j'avais passé un mois dans une famille où soit on m'envoyait au diable quand je demandais des comptes, parce qu'on me disait, tu penses bien qu'on n'en a rien à cirer, on est seulement préoccupé de savoir si on a un peu d'essence pour aller en ville, ou est-ce que ça a bombardé. Les gens étaient accrochés à la radio, parce que la mort était vraiment au coin de chaque centimètre carré. Et là, j'ai appris la leçon de ma vie. La veille de mon départ pour rentrer en France, j'ai raconté un conte devant toutes les personnes de cette famille. Et la mère de famille me dit, « Ah !» Et c'est là que ça a commencé. Donc tout le collectage, je l'ai fait en 24 heures. J'avais passé un mois dans ce village-là. Ensuite, j'étais allée voir ma grand-mère en disant, « T'as pas des comptes ?»« J'ai oublié. » Donc elle n'avait plus rien en mémoire. J'étais rentrée en France, j'avais commencé de nouveau mes études, etc. Et un jour, elle appelle de Beyrouth. Et elle me dit, j'arrive à Paris. J'ai réfléchi, 4 mois plus tard, prépare le magnétophone. 4 heures de bande. Parce que ça avait réveillé une mémoire. Mais une fois qu'on s'intéresse aux contes, aux histoires, l'autre leçon à mon premier collectage, c'est que les gens me racontaient exactement au même niveau des contes, des fragments d'épopées et des récits de vie, sans faire aucune distinction. Et c'est depuis que ça m'a interrogée comme ça. Au fond, ils m'ont raconté des histoires. Et c'est là que ça a commencé dans ma tête à me mettre en éveil de tout ce qui pouvait circuler autour de moi. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a une sorte d'impulsion première qui a fait que tu t'es tout à coup trouvé face au fait que tu avais envie d'entrer dans ce monde, de raconter des histoires, d'écouter des histoires? Il y a un déclic, il y a un moment, quelque chose de... Le déclic, c'est que j'avais la chance d'être l'étudiante de Geneviève Calam-Griaule, que certains connaissent ici, qui était ma directrice de thèse. Et dans son séminaire de 3e cycle, chaque vendredi matin, j'ai eu la chance d'y être pendant 10 ans, chaque étudiant faisait un état des lieux de sa recherche. Et après, on échangeait, on discutait ensemble. Et du coup, moi, ce qui m'éclatait le plus quand je faisais un état des lieux de ma recherche, c'était de raconter les contes autour desquels je travaillais. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'avais plutôt envie de raconter que de parler de l'analyse des contes que j'avais collectés. Sauf que petit à petit, j'avais envie de voir qu'est-ce qu'on racontait un peu plus loin et encore un peu plus loin. Le séminaire de Geneviève, c'était essentiellement l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai commencé aussi à élargir mes géographies. Et puis forcément, de fil en aiguille, on tombe toujours sur une histoire. On se dit, celle-là, elle est à moi. On sait tous. Hein, on se disait il n'y a pas longtemps, on connaît des centaines de contes, de récits, et on a l'impression de raconter toujours la même histoire, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc forcément, il y a l'histoire avec laquelle on se dit, celle-là, je vais la raconter. Mais quand c'est une aire géographique dont on ne sait pas grand-chose, personnellement, j'ai besoin d'étudier un petit peu le contexte anthropologique, un peu la vision du monde de la population dont ce conte est issu, afin de pouvoir ensuite prendre mes libertés avec l'histoire, sans la dénaturer dans le propos. Donc ça a commencé comme ça, et puis voilà, je fais de la récup depuis, c'est-à-dire je ramasse tout ce qui traîne et je fais mes histoires, quoi. Alors un coup de cœur avec une histoire, par exemple par rapport au conte merveilleux, on sait que tu collectionnes Blanche-Neige? Oui. Alors ça aussi, ça me ramène à mon étiquette ethnique. C'est-à-dire que le premier conte que j'ai entendu pour mon collectage, pour ma thèse, et j'avais les bras qui m'en tombaient, mais en faisant beaucoup de bruit, la femme qui m'hébergeait depuis un mois me dit « Ah, allume le magnétophone, et j'ai une version de Blanche-Neige,
locale. Moi, la seule Blanche-Neige que je connaissais, c'était la version des Grimm. Et là, j'avais les bras qui m'ont tombé. Je rentre à Paris, j'en parle avec Geneviève, elle me dit, mais moi j'ai une version du Niger. Et de fil en aiguille, ça a commencé à me tarauder. Et j'ai commencé à traquer toutes les Blanches-Neiges de la Terre, qui ne sont ni blanches ni neiges d'ailleurs, qui n'ont souvent pas de prénom. Et là, j'en suis à 37 ou 38. Avec les canards boiteux, avec les moutons à 5 pattes. Et du coup, on se rend compte que c'est extraordinairement vaste. Mais toi, tu as l'impression qu'il y a quelque chose de particulier avec le... C'est quoi l'essence de Blanche-Neige, le thème qui... Oui, ça, je ne l'apprendrai à personne. Le thème essentiel, c'est ce rapport mère-fille. Et c'est le point de vue que chaque génération a son tour. Donc si les anciens ne cèdent pas la place, il y a conflit. Et puis on connaît toutes les histoires entre les mères et les filles quand ça ne va pas. Donc voilà. Et on se rend compte que c'est universel et ça fait du bien, quoi. Ah, qui de nous n'a pas eu envie de tuer sa mère au moins une fois? Ça fait du bien de se dire que c'est partagé sur la terre, quoi. Il y a quelque chose dans la force, la violence, la vérité des contes qui est quelque chose que tu prends de plein pied, que tu assumes, que tu partages, Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Dans un monde qui toujours essaye d'édulcorer, de calmer, de temporiser, de gommer. Ah bah oui, on est dans une société politiquement correcte quand même. On n'a plus le droit de dire à quelqu'un qu'on fréquente depuis 20 ans « Oh, t'es con !» Comment tu me parles? Bah ouais, t'es con. Ça s'appelle comme ça, quoi. Et les contes, c'est la même chose. Ils parlent de nous avec tout ce qu'on a de plus obscur et de plus lumineux. Et c'est peut-être pour ça que ça traverse depuis des millénaires, des sociétés entières, des générations. Parce que ça parle de nous fondamentalement dans toute notre complexité d'humain. Or, aujourd'hui, on est de nouveau, bon, il y a eu le temps de Perrault, on a dû édulcorer, enlever tout ce qui saignait, tout ce qui était scato. Et là, aujourd'hui, dans la société où on vit aujourd'hui, en France, en Europe, au XXIe siècle, il y a un retour à cette bien-pensance, on va dire, aseptisée, qui est assez hallucinant. Moi, je trouve très jouissif de raconter un conte où ça saigne. C'est un conte, ça risque rien. Si tout le monde s'arrangeait pour que ça saigne que dans les histoires, il y aurait peut-être moins de guerre. Donc, je sais pas. Il y a un exemple qu'on vient de vivre chez un de mes éditeurs, où on a été menacé de poursuites judiciaires si on ne retirait pas de la vente un album d'un conte pour enfants, parce que monsieur est bien pensant. Par exemple. Par exemple, je peux raconter ce conte. Une histoire que tu veux raconter? Bon, ça c'est un album chez un éditeur jeunesse. C'est un conte que je porte depuis 1987 exactement, puisque c'était 1 an avant la naissance de ma fille aînée, et j'étais en tournée en Tunisie. Puis une jeune fille de 17 ans apprend que je suis conteuse. Ça avait déjà commencé. Et elle me dit, moi je me souviens d'un conte de mon enfance, et je me rappelle, la mère était pas loin, ça sentait le jasmin, et elle me raconte ce conte. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Aïcha. Et Aïcha a un chat. Elle vit seule avec son père. Et le conte ne dit pas ce qui était devenu la mère. Un jour, le père de Aïcha doit partir pour un voyage d'affaires. 40 jours, 40 nuits. Inquiet comme seul un père peut l'être, comment laisser toute seule sa fille? Et puis il a une idée lumineuse, genre les idées lumineuses que seul un père peut avoir quand il a une fille. Il construit autour de la maison une muraille 100 fois haute, un portail dans la muraille, 7 serrures, 7 clés,
Il met dans la maison tout ce dont la petite peut avoir besoin pendant son absence. Et il lui dit, je vais m'absenter 44 jours, 44 nuits, et tu vas jurer promettre que tu ne sortiras pas d'ici avant mon retour. Et elle dit, juré promis. Mais vous qui connaissez les contes et les petites chippies, le père s'en va. La petite Aïcha est contente. Le premier jour, il n'y a personne pour lui dire ce qu'elle doit faire et quand le faire. Elle chahute avec le chat, elle mange ce qu'elle veut, où elle veut, comme elle veut, elle ne dort pas. Et pendant plusieurs jours, elle mange que des friandises. Un matin, elle est réveillée par le chat. Il est excité comme une puce. Il la griffe. Elle éclate de rire. Le chat se met à courir dans toute la maison. Il monte sur les meubles, elle le suit. Il passe sous les armoires, elle y va. Il renverse tout ce qui passe, elle renverse aussi. Et dans tout le charivari qu'il y a dans la maison, cling, le chat fait tomber dans le puits la seule boîte d'allumettes de la maison. Elle ne voit rien. 2 jours plus tard, elle a mal au ventre. Et elle s'aperçoit qu'elle a une vraie faim. Une faim d'un aliment cuit. Elle essaye de faire du feu, pas une allumette dans la maison. Elle cherche, elle fouille, elle réfléchit, et elle passe à l'action. Elle creuse un trou dans la muraille, traverse la rue, ni vu ni connu, et elle frappe à la porte des voisins d'en face. Au début, pas de réaction. Quelques minutes plus tard, la porte du voisin d'en face s'ouvre et elle a devant elle, dans l'encadrement de la porte, un ogre. Il vient d'égorger un troupeau de moutons et de béliers. Chez lui, il y a par terre des peaux sanguinolentes, puantes, et sur sa tête, il a des tripes de bélier remplies de merde sauf votre respect. Et ça sentait mauvais. Aïcha regarde le bout de ses pieds, elle lui dit « Je voudrais une boîte d'allumettes, s'il vous plaît. » « D'accord, dit l'ogre. Voici une boîte d'allumettes, mais quand je viendrai chez toi, t'appeler, tu devras me donner ton doigt à sucer. » « Ouais, dit Aïcha. Les allumettes dans la poche, elle retraverse le trou dans la muraille, rebouche le trou, il manque juste une petite pierre de la taille d'un doigt. Un tout petit trou. Elle fait un bon repas et elle se dit, les ogres, c'est bien connu, ils sont bêtes comme leurs pieds, il ne viendra plus m'embêter. Elle passe une bonne nuit. Et au lever du jour, elle entend l'ogre qui l'appelle. « Aïcha ben Jarian al-Ghoul ! Je ne sais pas si vous connaissez la langue des ogres. Il lui dit, Aïcha, fille de mes voisins, je suis l'ogre. Mes 2 yeux sont des yeux d'ogre et mes dents des dents d'ogre. Aïcha va vers le petit trou de la muraille. Et pendant que l'ogre suce son doigt, elle lui dit, Interrou les ghzal. وعينيك عينين غزال وسنيك سنين غزال. Dis-toi l'ogre, tu es beau et doux comme une gazelle. Tu as des yeux beaux comme des yeux de gazelle et tu as des dents comme des dents de gazelle. Et lui, jamais personne n'a été aussi aimable avec lui de sa vie. Il rougit de plaisir. Il lui dit, Aïcha, fille de mes voisins, qu'est-ce que tu as vu dans ma maison hier matin? Et elle lui répond, dans ta maison, ça sentait la rose et le jasmin, ça sentait l'encens et le benjoin. Et l'ogre se dit, elle est vraiment gentille cette petite, je ne vais pas la dévorer aujourd'hui, je reviendrai demain. La journée se passe, la nuit aussi, et le lendemain matin, Ya Aïcha ben Jarian al-Ghoul, wa aynaya aynayn ghoul wa sinnaya sinnayn ghoul. Maintenant, vous commencez à comprendre. Tarou les ghzal,
عينيك عينين غزال. Oui, c'est une غزال. Aïcha, qu'est-ce que tu as vu chez moi hier matin? Il y avait de l'encens, du benjoin, ça sentait la rose et le jasmin. Elle est vraiment gentille. Je reviendrai demain. Ça a duré comme ça, des jours et des jours. Tant et si bien que la petite était devenue toute pâle, toute maigre, toute faible. Elle n'avait plus de force, elle dormait à côté du trou de la muraille. Et quand il appelait tous les matins, elle n'avait qu'à tendre le doigt. Un matin, elle est là, à moitié endormie, quand elle voit le portail s'ouvrir. Et elle a son cœur qui quitte son corps de peur, mais c'est son père qui rentre de voyage. Et lui qui s'attendait à la voir tout épanouie, toute heureuse, il voit un tas d'os couchés au pied de la muraille. Il lui demande des explications, elle lui raconte tout. Le trou, les allumettes, l'ogre, le doigt sucé. Et le père dit « J'ai quelques minutes pour agir ». Il creuse un immense trou devant le portail. Il coupe les arbres de la cour en petits morceaux. Il y met le feu. Et quand les flammes se mettent à crépiter, Aïcha ben Jarian al-Ghoul, Aïcha ne répond pas. L'ogre guette le doigt. Rien. Aïcha, fille de mes voisins, qu'est-ce que tu as vu chez moi l'autre matin? Et là, Aïcha répond, chez toi, il y avait des peaux sanguinolentes, des peaux de bélier, sur ta tête tu avais des tripes remplies de merde et tu puais. Et l'ogre se dit, la petite chipie, je vais la dévorer. Il donne un coup de pied dans le portail qui va valser. Il voit la petite au fond de la cour et il fonce sur elle. Mais question de dévorer, ce sont les flammes qui se sont servies en premier. Et quand l'ogre a été complètement calciné, le père de Aïcha a bouché le trou, il a planté du jasmin et ça a bien poussé. Et moi, j'étais pas loin de chez elle il y a 2 jours. Et comme j'aime bien écouter aux portes, j'ai appris que la semaine prochaine, elle se marie avec l'homme de sa vie. Et puis, il paraît que c'est une autre histoire. Voilà. Alors, on nous menace d'un procès pour ce conte. Parce qu'il porte atteinte à la dignité de l'enfant, parce que j'ai osé dévoiler une partie du corps de l'enfant aux intentions ouvertement pédophiles de l'ogre. Ben oui. Vous savez, l'ignorance et les censeurs et l'obscurantisme vont toujours ensemble. Donc, je crois que la personne qui voit de la pédophilie là-dedans doit aller consulter, à mon avis. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les contes merveilleux, parce que c'est trop scabreux, dit-il, l'histoire du doigt, je l'ai inventé de toutes pièces. Or, ceux qui connaissent les contes merveilleux savent que c'est un motif très répandu. Donc, il faudrait interdire peau d'âne, parce que le père est incestueux. Il faut interdire Cendrillon. Ah, elle va se blesser le doigt. On exhibe le doigt de la fille. Bah, il faut interdire Petit Chaperon Rouge. Il faut... voilà. Il faut lire Paris Match, quoi. Alors, pendant que tu racontais tout à l'heure, moi je t'entends raconter depuis longtemps, on se fréquente beaucoup, et il y a toujours quelque chose qui me fascine quand tu racontes, c'est... On a l'impression qu'en même temps, quand tu racontes, se mélange une dimension qui nous échappe complètement, on est dans le conte, et en même temps, on a l'impression que c'est complètement vrai tout de suite maintenant. Et il y a quelque chose dans ton style, il n'y a jamais un mot de trop, ça va droit au but, très très peu de description, beaucoup d'action, une intensité, j'allais dire, quasi permanente, et
c'était intéressant quand tu passes tout à coup à l'arabe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié dans le style d'énergie, de narration, qui est lié à la langue et au fait que tu mélanges de l'arabe, du français, tu racontes aussi en anglais, c'est quelque chose qui est très ouvert chez toi, tu as une approche de la langue, je dirais qui est la tienne, mais c'est surtout cette question de style qui m'intéresse. Comment tu peux parler de ça? Je sais que personnellement, je suis toujours très... comment dire? Pour moi, déjà, un conte traditionnel est un genre narratif où il y a très peu de description. Quand il y a une description dans un conte, elle a une fonction dans la dramaturgie. Jamais dans les contes on parle de psychologie non plus. C'est ce que j'aime dans les contes merveilleux, parce que beaucoup de gens disent que c'est le genre le plus sérieux. Pour moi, c'est le genre le plus cocasse. Quelle idée d'aller donner son doigt à sucer à un ogre et de le faire tomber dans un trou où il y a des flammes. C'est quand même génial. Enfin, un ogre avec des tripes pleines de merde sur la tête, c'est quand même extraordinaire. Donc, le conte traditionnel, de manière générale, c'est des faits, des actions. Et elles sont tellement énormes qu'elles parlent pour le personnage. Donc, c'est jamais bavard un conte. Je prends un exemple tout bête. Il était une fois un roi qui avait 3 filles. La 3e était belle comme un soleil à son zénith. En fait, je vous ai dit 2000 choses là-dedans. C'est l'histoire d'un roi qui avait 3 filles. Je vous ai dit, je vais vous raconter un conte merveilleux. Déjà, on sait que c'est un conte. Je n'ai pas dit c'est un président, par exemple. Il a 3 filles. La 3e est belle comme un soleil à son zénith. Au fond, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, les 2 aînés, j'en ai rien à cirer. Et c'est l'histoire de la petite dernière que je vais vous raconter, c'est elle l'héroïne de ce conte. Et en fait, comme je vous dis qu'elle est belle comme un soleil à son zénith, je ne vous ai pas dit combien elle chausse, si elle est blonde, brune ou rousse, je n'ai pas dit quelle est la couleur de ses yeux, je n'ai pas dit comment elle est habillée, ça suffit. Et je crois que le style du conte traditionnel, dans toutes les cultures où j'ai pu lire des choses, je pense surtout à des collectages d'anthropologues où il n'y a pas eu d'intervention littéraire dessus. Et comme je suis une impatiente permanente, c'est pour ça que j'aime ce genre-là. Ça va vite, droit au but. Et sans doute, je m'ennuie énormément quand j'ai affaire, en tant qu'auditrice, à un conteur qui me rallonge la sauce. Vas-y, avance. Vas-y, raconte. Fais-moi avancer. Donc, ça, c'est de manière générale. Après, il y a mes goûts personnels. Je suis convaincue que chaque mot que j'utilise doit amener quelque chose à l'image. Je travaille de plus en plus avec des gens de cinéma, en écriture. J'ai une copine qui est monteuse au cinéma, à qui je demande souvent son regard sur ce que j'écris. Et je me dis que moins on dit, et plus on dit. Ça permet des silences, ça permet des sensations du corps assumées. Et la caravane dont tu parlais tout à l'heure, pour moi, ça y est. Je sens que j'ai trouvé une chose la plus minimaliste possible depuis des années que je travaille. Et là, je fais une recherche avec davantage de minimalisme. Et quand tu te prépares à raconter une histoire, le rapport entre l'oral, l'écrit, comment est-ce que tu gères ça? Comment tu travailles avec l'ordinateur? Tu travailles à l'ordinateur? Oui, c'est-à-dire c'est très particulier. Il y a beaucoup de contes traditionnels, j'ai pu les publier une fois qu'ils ont fait leur chemin dans ma bouche. Et quand je sens que c'est fluide, que c'est musical, que c'est fluide, voilà, c'est un toboggan, que ça accroche plus. Et que les images, que le synopsis du film est construit correctement de mon point de vue. Donc je passe par l'oral avant d'écrire. Depuis quelques années, j'écris mes récits, ou certains en tous les cas. Par exemple, quand je fais du recyclage de récits de vie, tous les éléments de mes histoires, je les ai entendus dans la vie, mais je les ai tricotés avec un pull à ma taille. Et là, avant de passer à l'ordinateur,
parce que je ne sais pas écrire à la main, ça ne va pas assez vite. Je construis mon histoire dans une attitude de paresse absolue. C'est-à-dire, je peux m'allonger sur un divan et regarder mon plafond, mes pieds au dehors, 4 heures, et ça tricote. Ça peut me réveiller la nuit parce qu'il me manque un détail. Donc, tout se fait sur mon écran intérieur. Et c'est une fois que j'ai le fil que je passe à l'écriture. Et là, il y a un aller-retour entre l'oral et l'écrit qui ne s'arrête plus jusqu'à qu'il y ait une forme aux 2 niveaux qui me va. Et ensuite, il y a le public. C'est ça, l'aller-retour entre l'oral, ce que je fais avec les gens, qui va changer des choses dans le texte écrit. Et petit à petit, ça va se ressembler, se figer. Donc après, chaque histoire a une logique à part aussi. Il y a des histoires plus aisées que d'autres, il y en a des plus complexes, il y en a des qui ont plus de nœuds que d'autres. Et c'est sûr qu'on raconte, le vrai travail commence quand on a un vrai auditoire. C'est pas une histoire tout seul. Comment tu sens ça, comment tu laisses venir ce que tu sens du Par public? exemple, par rapport au récit de vie, au spectacle La Caravane, on avait essayé des petites formes ici déjà, les chantiers, etc. Et puis j'étais allée chez les gens qui m'avaient accordé du temps et de la confiance pour essayer là où j'en étais de l'écriture. Et là, les retours se font à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, bon, on sent tout de suite si ça colle pas et si les gens zappent dans leur attention ou si au contraire, ils écoutent déjà. Il y a ensuite des réactions. Il y a des choses où moi je ne pensais pas du tout que c'était drôle. Et puis, comme l'histoire du python où j'essayais un brouillon et j'étais moi-même abasourdie d'entendre les gens rire aux éclats comme ça. Et c'est sans doute le fait que moi-même j'étais étonnée du rire des gens qui les faisait rire davantage parce que j'étais complètement à côté de la plaque. Et du coup, en réécrivant ce set pour La Caravane, j'ai essayé de retrouver ça. C'est-à-dire d'être d'une naïveté soi-disant. Parce que tu sais bien qu'on s'est triché aussi. Il y a ça, il y a aussi, quand c'est du récit de vie et que j'écris, les retours des gens dans... Comme si je leur demandais l'autorisation quelque part. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se reconnaissent dans ce que je fais? Est-ce qu'ils sentent que j'ai outrepassé quelque chose? Est-ce que... Voilà. C'est quand même une histoire avec eux. Donc après, c'est sûr que je crois que la clé de notre métier, quelle que soit l'étape, c'est de savoir écouter. Donc quand on raconte, on écoute les gens qui nous écoutent, ce qui nous renvoie de comment ils ressentent les choses. Mais aussi parce que le collectage, c'est aussi l'écoute du monde qui nous entoure, d'une parole, d'une façon de dire les choses. Je me rappelle, j'étais en Guadeloupe il y a une quinzaine d'années et il y avait des Grenoblois qui avaient 4 enfants adoptés, l'arc-en-ciel. Et un jour, il y avait une tempête tropicale. Alors ça souffle dans les arbres. Et j'entends cette femme qui dit « Il y a un vent à dérailler les zèbres dehors. » C'est quand même plus chouette au niveau de l'image que d'écorner les bœufs. Donc forcément, on pique et on garde. Donc c'est ça aussi, c'est attraper tout ce qui passe, parce que ça nous fait de l'image, nous. Et alors la Caraïbe, puisque tu lances le sujet, alors c'est quoi l'histoire de la Caraïbe? L'histoire de la Caraïbe, ça c'est encore une autre histoire. C'est que j'ai débarqué en Guadeloupe au début des années 80 et je me suis rendu compte que c'était bourré de Libanais. Je me suis dit, voilà là. Au Liban, on sait qu'il y en a en Afrique de l'Ouest, en Amérique, en Australie. Mais ils sont... Et donc, comme j'ai fait un tour un peu dans toutes les îles des petites Antilles, je me dis, mais ils sont partout. Comment ils ont fait pour débarquer ici? Et donc, forcément, je me suis coltiné leur histoire, mais du coup, dès qu'on met les pieds quelque part, qu'on a envie d'apprendre la langue, on a envie de connaître l'histoire de ce pays, pour comprendre le fonctionnement des gens. Le père de mes enfants est de là-bas et ma belle-mère me racontait l'histoire des plantes et elle avait un cousin qui nous disait quel arbre racontait quoi la nuit. Et ça m'a fascinée. Bon,
Sachant aussi que ça répondait à une vieille histoire chez moi, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, c'est un mystère dans ma vie. J'ai toujours eu 2 héros depuis la petite enfance. C'était Angela Davis et Nelson Mandela. Né au Moyen-Orient dans une famille bourgeoise relativement réactionnaire, catholique. Voilà, ça a toujours été mes 2 héros fondateurs. Donc je me faisais traiter de communiste, c'était une insulte dans la bouche de ma mère. Et j'en étais fière. La seule musique à laquelle j'ai été shootée depuis la préadolescence, c'est la musique noire américaine. Le blues, la soul, le jazz. Un peu plus tard, c'était le reggae. Ça vient de quelque part, donc forcément, on a envie de lire tous les auteurs de ces cultures-là, de ces civilisations. Et aujourd'hui, j'ai un centre de documentation chez moi de littérature noire américaine. Ça m'a toujours fascinée, de comment une civilisation coupée vraiment à vif par la déportation de l'esclavage, qu'est-ce qu'ils ont transmis? Comment ils sont sortis de l'esclavage pour arriver à aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, comme j'avais fait, entre autres, parce que j'ai toujours eu un pied dans le terrain labouré, un pied sur le macadam, j'ai fait des études d'arabe à la fac, mais j'ai fait des études d'anglais aussi. Donc, mon premier mémoire de recherche, ça a été sur la situation des esclaves dans les 20 premières années qui ont suivi l'abolition aux États-Unis. Ça s'appelait Slavery After Slavery, l'esclavage après l'esclavage. C'était la pire période de lynchage, etc. Donc, je ne sais pas, je crois que chacun de nous a des coups de cœur, des fois, il ne sait pas pourquoi. En tous les cas, c'est une civilisation, toutes ces cultures nées de l'esclavage, qui m'a toujours questionnée, fascinée. Cette transplantation à vif, c'est quand même plus gore qu'un ogre qui suce le doigt d'une gamine, quoi. Et ça, c'est pas... Et on se rend compte aussi, par rapport à ça, à la bien-pensance, combien il y a d'ouvrages, de récits de vie, par exemple, qui ont été collectés dans les années 40 aux États-Unis, de vieilles personnes qui avaient connu l'esclavage et l'abolition. Je pense à un livre qui s'appelle « Lay My Burden Down », je dépose mon fardeau, où c'est que des vieux, les photos sont magnifiques, qui racontent des récits de vie, mais aussi beaucoup de croyances, des choses un peu fantastiques qui se passaient sur les plantations. Ce livre-là, épuisé, n'a jamais été réédité aux États-Unis. Donc je sais que j'ai traqué sur Internet les bouquinistes américains pendant des années. J'ai pu à peu près reconstituer tous les collectages de récits oraux de ces années-là. Donc voilà, on est pris de passion, des fois on ne sait pas pourquoi. Et du coup c'est intéressant parce qu'on peut faire tirer des fils. Le personnage de lièvre qu'on a en Afrique de l'Ouest, on le retrouve dans la Caraïbe anglophone, Brer Rabbit, frère lapin, qu'on retrouve aux États-Unis aussi. Mais dans la Caraïbe francophone, nos chères colonies, c'est compère lapin. Et compère lapin n'a pas du tout les caractéristiques de Brer Rabbit. Qu'est-ce qui a bougé? C'est intéressant, on retrouve aussi certaines images des fois, ou certaines chansons. Dans certains contes de Guadeloupe, personne ne sait ce que ça veut dire, des sonorités étranges. Est-ce que ça viendrait d'une chanson d'une des cultures dont les enfants avaient été déportés? On ne sait pas. C'est mystérieux et en même temps, il y a une homogénéité du répertoire comme ça qui est assez fascinante. On a l'impression quand on collecte avec toi, puisqu'on a eu ces expériences où c'était bien d'être un homme, une femme dans certaines conditions pour entendre des gens raconter des histoires. Et là, quand je t'entends parler maintenant, je comprends mieux aussi comme un phénomène de magnétisation chez toi qui fait que cette ouverture, cette sensibilité à tous les sujets dont tu viens de parler fait que les autres se retrouvent en toi et quelque part il y a du récit qui apparaît, qui vient vers toi comme ça. Parce que on a bien senti que cette notion de recevoir des histoires, ça vient quand même de soi. Quand tu disais tout à l'heure, tu racontes un conte, hop, quelqu'un tout à coup est éveillé à ce que tu aimantes. Et moi j'ai eu ces impressions très fortes quand j'étais avec toi, c'est que
ça provoque des histoires et ça aimante les gens vers toi à te raconter des choses parce qu'aussi il y a une sensibilité, ils sentent que tu vas être sensible à certaines questions, peut-être un peu tout ce que tu as partagé maintenant. Oui, c'est un peu aussi ce qu'on dit quand on fait nos formations aux jeunes qui veulent collecter. C'est celui qui veut entendre une histoire commence par en raconter. Au-delà du fait d'aimanter et que les histoires s'attirent les unes les autres par des associations d'idées, je suis convaincue d'une chose, c'est que quand on fait un collectage, ce que nous racontons génère le type d'histoire que les gens vont nous raconter. Souvent, j'entends des gens qui me disent « Oh, j'ai fait un collectage, j'ai que des histoires qui sont terribles, sinistres. » Qu'est-ce que tu leur as raconté d'abord? Ah oui, si je vais raconter un truc gémissant, tragédie, où je vais gémir la vie, forcément, je vais attirer que des gémissements. Donc, ça c'est au-delà d'une chose personnelle, c'est une chose complètement pragmatique. Enfin, ça veut dire la capacité d'aller dans des directions différentes très vite, donc de sentir aussi avec la personne dans quelle direction, et donc plus il y a direction possible, plus il y a des veilles de récits possibles aussi. Oui, c'est pour ça qu'on commence toujours en racontant différents récits, des tristes, des gais, des banals, des incongrus, et ça donne tout de suite une palette des choses possibles. Mais on ne raconte pas des choses intimes, des choses qui ne sont pas dissibles. Parce que c'est nous qui amorçons le processus. On est responsable aussi de là où on amène les gens qui sont en face de nous quand on leur demande de raconter quelque chose. On a cette responsabilité. Pour moi, c'est vraiment de la déontologie du collectage. Ne pas être là, ni en position de voyeur, ni en position de s'immiscer dans la vie des autres. Donc forcément, quand tu racontes 3-4 récits de vie, les gens comprennent exactement ce que tu cherches, ce qui t'intéresse. Et en même temps, là, tu n'as plus rien à faire parce que si je vous raconte là maintenant une histoire d'incendie, tout le monde va me connecter sur une histoire d'incendie parce que ça, c'est nos universaux. Et parfois, des choses à des échelles énormes connectent sur des choses minuscules. Tu vois, par exemple, le récit de vie. Le 11 septembre, catastrophe planétaire. Il se trouve que mon père est décédé 4 ou 5 jours après. On était ensemble quand je savais ce qu'il avait eu. Et donc, je partais le lendemain. Donc, je découvrais la bêtise de la parano généralisée, où même une pince à épiler était jetée parce qu'on pouvait arracher un œil avec. Enfin, on était tous devenus des monstres pour nos semblables. Et j'arrive à Beyrouth, je soigne mon père, et le soir, il y a quelques amis que je me suis fait à l'âge adulte là-bas, parce que je n'ai pas d'amis de ma vie précédente. J'ai un ami palestinien. Et je lui dis, mais tu ne devais pas être là, toi. Et ben, je vais vous raconter ce qui lui est arrivé, lui. Le monde est si parfait, les gens sont si égaux sur la terre, qu'au Liban, quand un citoyen libanais a besoin d'un visa pour les États-Unis, il va à l'ambassade américaine à Beyrouth, la capitale, et il a son visa. Quand c'est un Palestinien, c'est-à-dire citoyen de seconde zone, il doit aller jusqu'à l'île de Chypre pour prendre son visa américain, à l'ambassade américaine à Chypre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait de l'argent pour payer l'avion ou le bateau, que comme le visa peut prendre 3 semaines, dans le meilleur des cas quand on a de la chance, il faut pouvoir se payer l'hôtel là-bas, et comme c'est une île touristique, ce n'est pas des hôtels à 3 sous, ça élague tous les miséreux. Et donc ce gars-là, il fait des films dans les camps de réfugiés, il fait plein d'ateliers de cinéma avec les jeunes, les ados, il fait des choses formidables. Et il a réussi à avoir une bourse à Boston de 6 mois avec un vidéaste. Toute sa famille s'est cotisée. Ça leur a pris 8 mois pour rassembler la somme pour que Hicham puisse aller aux États-Unis, faire son stage de vidéaste pour revenir dans les camps, aider les gamins
à améliorer les techniques de montage, de machin, de tout. Aujourd'hui, c'est le paradis. Toute sa famille l'accompagne à l'aéroport, plus tous les gens de l'ONG avec qui il travaille, avec qui je travaille quand je vais là-bas. Il monte dans l'avion, il arrive à Larnaca, il va à l'hôtel, il trouve un hôtel le moins cher possible, genre 4 étoiles et demie. Il va au consulat des États-Unis, il fait sa demande de visa. Il retourne à l'hôtel, ils lui disent « Vous revenez dans 10 jours et on verra où ça en est ». Le lendemain, c'était le 11 septembre. Il est rentré à Beyrouth et il n'est plus jamais allé faire son stage. Cette histoire m'a bouleversée parce que je me dis toute la planète a été bouleversée par ça. On passe d'une chose complètement globale à un destin singulier. Ce que ça a pu générer dans le micro. Mais ça a cassé quelque chose. Je ne peux pas te dire pourquoi cette histoire me bouleverse. Mais c'est... Il y a quand même ce lien entre le petit et l'universel. Voilà. Quand tu fais le lien entre le récit de vie, le mythe, entre du plus petit au plus grand, les deux échelles, on retrouve cette double dimension qui se catapulte et qui questionne sur le monde. Et que nous tous, on était ébranlés. Mais lui, en plus qu'il était ébranlé, ça a cassé une fenêtre dans sa vie. Mais tu as l'impression que quand on a commencé à collecter, en tout cas je parle pour moi, avec toi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Voilà, c'est une chose complètement nouvelle, elle était nouvelle pour moi. Puis maintenant on a l'impression que comme dans l'air du temps, mais pas seulement chez les conteurs, au cinéma, dans la littérature, au théâtre. Comment tu sens ça? Ça raconte quoi, ça? Un besoin Écoute, je ne sais pas. En tous les cas, les quelques résultats qu'on a pu en voir, soit ensemble, soit qu'on va au théâtre, c'est au fond, l'idée, c'est pas le collectage en soi, c'est pas une fin. Pour moi, toute la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Donc, il y a des choses qui sont formidables, mais très souvent, par exemple, on était allé voir le fruit d'un collectage, j'ai oublié comment elle s'appelle, cette comédienne. Peu importe, oui. Peu importe, on était allé voir le résultat. En fait, il n'y avait aucune écriture. C'était joué par des comédiens. Donc, une femme rentre dans une boulangerie et c'est le comédien jouait le rôle du boulanger qui parlait sur son quartier qui était Barbès. Oh, c'était infesté de remarques racistes, de poncifs stupides, mais sans aucune distance. Je dis, mais pourquoi elle me met ça devant moi? Je sais que c'est comme ça, tous les jours. Elle, qu'est-ce qu'elle a à en dire? Quelle distance elle prend avec ça? C'est genre, je respecte la parole des gens, je la donne telle qu'elle. Moi, je ne pense pas que c'est mon boulot personnellement. Après, elle, il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce qu'elle a fait. Moi, ça me dérange. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est comme ça. Oh, ça m'étonnerait quand même. On est cerné par les cons, Abby. On sait qu'il y a des imbéciles autour de nous en permanence qui disent des idioties par ignorance et par méchanceté. Mais quand toi, artiste, tu pars de cette parole-là, qu'est-ce que tu en fais? Moi, elle m'a laissé dans une petite histoire et dans une chose du quotidien. J'avais envie qu'elle me décolle de ça. Elle, qu'est-ce qu'elle avait à dire? Et comment elle relie ça à l'humanité en général? On sait quand même qu'il y a des idiots partout sur la Terre, mais une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ou des spectacles, on te raconte le quotidien de je ne sais pas quel personnage. Ok, c'est la petite histoire, mais encore. Bon, peut-être que... Je sais que c'est pas facile. Peut-être que moi, je ne réussis pas toujours et c'est pas évident. Mais en tant que public, j'ai besoin de décoller. J'ai besoin qu'à un moment donné, je sente qu'on me parle de moi et de mes semblables. Au-delà de la petite histoire, qu'est-ce que ça réveille dans mon humanité, moi? Alors, je ne sais pas. Tant mieux que les gens aient envie d'écouter ce qui se dit autour d'eux. En tous les cas, dans le milieu des conteurs, ça nous change, parce que je me rappelle un énorme colloque où l'Institut du monde arabe participait, on était à Montpellier, et il y avait des écrivains de tout le bassin méditerranéen,
Et je me rappelle toute la journée, je n'ai entendu que des gens gémir sur les traditions perdues de leurs grands-parents. Donc c'est-à-dire on met les doigts de pied derrière et les talons devant. Et à un moment donné, j'interviens, je dis, mais si au lieu de pleurer sur ce qui n'est plus, on écoutait ce qu'il y a aujourd'hui, avant que dans quelque temps, on se mette à pleurer là-dessus. Hein, c'est comme dans un roman de Naguib Mahfoud, un auteur égyptien, quand même connu, où un jeune homme dit à son père, « Tu n'arrêtes pas de pleurer sur hier, mais est-ce que tu t'es jamais rendu compte qu'aujourd'hui, c'est le hier de demain ?» Ça, le collectage, chez les conteurs, tant mieux. Qu'on arrête de dire, ah, le choléra, c'était quand même mieux que le cancer. Parce qu'il y a cette tendance quand même, hein, des fois. Mais après, la question, elle est de l'ordre artistique. Qu'est-ce qu'on en fait? Je ne dis pas que j'ai la réponse. Hein. Je cherche et je fouille. Aucun de nous n'a de réponse. Sinon, on ne ferait pas les métiers qu'on fait, mais... Et ça, c'est une question pour je dirais, par rapport à tout ce qu'on cherche à vivre ici. Tu as l'impression qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu as reçu, ce que tu reçois, et comment tu comprends, on va dire, le travail de transmission? Parce que raconter, c'est transmettre tout de suite. Absolument. Alors, d'un point de vue plus large, comment tu le... Bon, déjà, je publie un maximum de choses. D'accord. Dans mon dernier recueil de contes des quatre coins du monde, c'est même assumé dans ma préface. Ces contes sont à lire et à dire pour qu'ils aient une chance de vivre longtemps. Mais indépendamment de ça, j'ai l'impression qu'à nos âges, c'est une question qui nous taraude. Et que là, je suis très heureuse, par exemple, de travailler avec des conteuses plus jeunes professionnellement que moi, avec qui, pied à pied maintenant, ces transmissions, par exemple dans le cas de la petite enfance, ou même mes gamberges ou mes articles théoriques, etc., je leur donne. J'ai besoin de ça. Par rapport au récit de vie, on a vu qu'on avait notre pôle collectage l'an dernier. Après, c'est aussi en fonction de ce qui... Si quelqu'un nous demande de le faire, on le fait. Mais on n'a rien imposé à personne. Mais c'est sûr que ça nous taraude, cette histoire de transmission. Mais ça nous taraude parce qu'on a reçu beaucoup. Donc c'est presque un... On a reçu parce qu'on a cherché beaucoup, Abi. C'est pas tombé sur nous comme ça. Quand on ne demande pas, on n'a rien. Moi, j'ai l'impression que tout ce qu'on a accumulé, on a près de 30 ans de métier maintenant, on est allé chercher, on a fouillé, on a lu, on a questionné, on s'est bougé. C'est jamais tombé tout cuit. On bosse comme des fous. Quand tu dis que c'est le métier d'une vie, compteur, c'est le métier d'une vie. Et il nous en faut peut-être 8. Pour arriver là où on aurait envie à peu près. Moi, c'est surtout, je me dis, tout ce que j'ai bossé pour avoir ce petit quelque chose qui me fait avancer, j'ai envie quand même d'en faire profiter d'autres que je choisis. Ou qui te choisissent. Oui, mais il faut que ça soit dans les deux sens. Qui viennent te chercher. Oui. Mais il faut aussi que j'ai envie d'aller vers eux, que j'ai envie de nourrir leur travail, que je sois sensible à leur univers, à leur manière, à leur univers artistique, à leur manière d'aborder ce qu'ils ont à dire. C'est-à-dire que pour moi, on est tout le temps autour d'un nœud central, principal, la pierre d'achoppement. Qu'est-ce qu'on dit quand on ouvre la bouche? C'est le propos. De quoi je veux parler? Qu'est-ce que j'ai à dire sur le monde où je vis? Et ensuite, on trouve une forme artistique. Il ne s'agit pas d'aller faire des tracts tout le temps. Ça, on va sur une place de marché, on distribue les tracts. C'est un autre métier. Mais comment, avec une langue poétique, une forme artistique, une recherche d'écriture, je peux dire le monde où je vis. Bon, moi, je sais que personnellement, c'est un remède de mon humanité de raconter. Hein, je l'avais dit au rond-point il y a 2 ans. J'ai l'impression que je raconte pour réparer la vie où elle me fait mal. Le temps d'une histoire, c'est déjà pas mal.
Je sais que ça ne va pas au-delà et que je ne changerai pas le monde. Mais en tous les cas, je leur épargne le temps de mes récits. Donc forcément, il y a un bobo qui est à la base de chaque histoire. Mais qui est peut-être à la base même de la création du monde et Voilà. la création des hommes. Tu reviens au conte merveilleux, parce que le conte merveilleux, c'est vraiment réparer une brisure. Le conte merveilleux, c'est une psychanalyste qui m'avait dit ça une fois, j'ai trouvé ça génial. Elle me dit, ce qui est fabuleux avec le conte merveilleux, c'est rassurant parce que ça crée une demande et ça répond toujours à la demande. Et j'ai trouvé cette définition magnifique. Et en même temps, dans la vie aussi, il y a des récits de vie où il y a eu des demandes, des choses difficiles, terribles. Et puis heureusement que des fois, ça finit bien aussi, comme dans les contes. Donc, c'est pas qu'un drame permanent, la vie, n'est-ce pas, heureusement. Mais on peut réparer les drames dans les histoires, pourquoi pas. Tu peux redire ça? Ça? Dans la vie, des fois, quand les gens te racontent des récits de vie. Non, la définition du conte merveilleux, ça crée une demande et ça répond à la demande. Ça ne laisse pas dans le vide. Et on pourrait dire que dans le moment même où on raconte, on vit ça. Ah oui. C'est pour ça, quand je forme des pédagogues, je dis toujours de jamais couper un conte avant la fin. Parce qu'au lieu de générer une détente chez l'enfant, on le laisse partir avec l'angoisse. Par exemple, si ce conte de Aïcha, je l'avais arrêté au moment où elle dépérit au pied de la muraille. Bonne nuit! C'est pas possible, on n'a pas le droit de faire ça. Et au fond, dans nos vies, les moments qu'on vit mal, c'est parce qu'on n'a pas la réponse à la demande quand on veut. Ce serait bien d'avoir la réponse à la demande toujours. Hein. Alors, des fois on peut, des fois on ne peut pas, des fois il faut être patient, ça c'est terrible. Au moins dans les contes, c'est tout de suite. Et puis en plus, on le brûle à l'ogre, on l'enterre et on fait pousser du jasmin dessus. Et ça sent bon. Et ça sent bon et en plus on lui dit qu'il avait de la merde sur la tête. Ça, c'est génial. Alors, en conclusion, je crois qu'on peut dire ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Snip, snap, snut, l'aventurière Hutt. J'ai marché sur la queue de la souris. Hein. Tititi. Tititi. Et son conte est fini. Il y a d'autres petites formules de sortie comme ça? Une formule de sortie, tiens, puisqu'on a fait dans l'exotisme ce soir. Non, laisse-moi mon exotisme. Mon histoire, je voulais raconter au creux de votre poitrine, je l'ai cachée. Et si ma maison n'était pas si loin, je vous aurais offert des poignées de figues, de dattes et de raisins. Et chaque fois que vous en auriez mangé un grain, je vous aurais donné un coup de bâton. Merci, Praline. Merci.